Ça sent bon l'escrime maintenant sur la chaîne L'Équipe pour les grands lives. On prend la direction du Zénith d'Orléans, Maxime Gras avec Laura Régine qu'on accueille avec grand plaisir. Laura, c'est chez vous Orléans. Vous avez disputé combien d'éditions de cette Coupe du Monde 2009-2018, je compte bien, ça fait 9? Ça fait, oui, 9. Et je pense même que je suis à ma 10e. Enfin, la 10e, c'était l'année dernière, l'année où j'ai pris ma retraite internationale. Vous êtes une tout jeune retraitée et on est heureux de vous accueillir pour commenter cette compétition. Merci beaucoup. Laura, Maxime, c'est une compétition importante parce qu'il y a les meilleurs, plus encore que les meilleurs, parce que cette année, on ouvre la saison olympique, c'est ça aujourd'hui, hein. Et oui, effectivement, première étape de Coupe du Monde de cette saison olympique avec des enjeux à foison forcément pour les différentes tireuses que l'on voit arriver en moto. On aime la mise en scène à Orléans, mais Saoud, d'autant plus, et ça c'est un avis partagé mondialement, internationalement. On est là sur l'étape qui est la plus reconnue, la plus médiatisée, la plus suivie au niveau de ces étapes de Coupe du Monde et qui en termes d'organisation donne envie aux meilleures sabreuses de la planète, Laura, de venir. Et d'ailleurs elles sont toutes là depuis à minima lundi dernier pour être venues s'entraîner, tirer au sein de ce club local et venir aujourd'hui au Zénith pour celles qui ont la chance de faire partie du top 8. Oui, elles ont toutes envie d'être dans ces 8 dernières finalistes parce que comme vous le voyez, il y a une belle mise en scène et l'entrée des tireuses est très attendue tous les ans avec à chaque fois une organisation un peu spéciale. Ici on peut les voir en kimono pour annoncer un petit peu les JO qui vont avoir lieu à Tokyo cet été. Donc c'était un petit clin d'œil à Tokyo. Et oui, avec en point d'orgue cette volonté d'être présente le 27 juillet sur l'Olympe à Tokyo et cette saison 2019-2020 est officiellement lancée quelque part aujourd'hui. Il y a eu des entraînements depuis le 1er septembre, certes quelques compétitions, mais cette étape d'Orléans pour les sabreuses, c'est le grand départ après 4 mois de pause et les derniers championnats qui ont eu lieu à la fin du printemps. Tout à fait. La sélection pour les Jeux Olympiques a commencé en mars. Et là, après les championnats du monde qui ont eu lieu en juillet, il y a eu une grosse pause. Et là, la première étape de Coupe du Monde est aujourd'hui et ça démarre l'année de la plus belle des manières. Elles sont très contentes d'être ici à Orléans. Elles me l'ont dit toute cette semaine au stage international qui a eu lieu à Orléans. Et elles sont vraiment très contentes. Et puis on a une belle finale avec 8 tireuses très très forte dont on voit la dernière arriver ici, notre numéro 1 mondial, Olga Karlan. C'est la 22e édition de Coupe du Monde de sabre à Orléans. Rendez-vous incontournable depuis plus de 20 ans. Donc vous étiez avec elle d'ailleurs jusqu'à ce matin, Laura, avant de venir nous rejoindre pour commenter ces finales. C'est important ces finales parce qu'on va retrouver, Maxime, 2 Françaises dans ces quarts de finale. Dites-nous tout, qui sont-elles? Alors nous avons effectivement l'une des toutes meilleures tireuses de la planète, Manon Brunet, qui est au rendez-vous des quarts de finale, qui est numéro 3 mondial. Mais Saoud, donc véritable chance de victoire ici à Orléans. D'ailleurs, elle a déjà gagné ce rendez-vous, Laura, par le passé, il n'y a pas si longtemps que ça. Manon, que l'on va retrouver un petit peu plus tard, pas avant 17h20. En revanche, pour le premier assaut, Charlotte Lembar, l'Alsacienne, sera au rendez-vous. Alors, c'est pas une surprise de la retrouver en quart de finale. Elle est aujourd'hui la 17e meilleure sabreuse de ce tournoi, 20e mondial. Mais effectivement, elle a dû battre une Russe très en vue, Yana Egorian, au tour précédent, pour se retrouver là en capacité de jouer sa carte pour les demi. Donc c'est une très très belle perf la concernant et on a hâte de voir la suite. Tout à fait, puisque c'était la championne olympique en titre. Donc grosse performance de notre Française et on espère que ce premier match là va conclure encore plus cette journée, va lui permettre d'aller chercher des points pour les Jeux Olympiques. Laura, Maxime, on est en direct avec vous donc depuis le Zénith d'Orléans pour ce rendez-vous incontournable du sabre féminin et il y a des billets à aller chercher durant ce week-end pour les Jeux Olympiques. Allez, on espère et on croise les doigts pour les 2 Françaises qui sont en lice pour ces quarts de finale. C'est parti. C'est parti, mais Saoud, en effet, vous parliez de ce rendez-vous au Zénith. Aujourd'hui, 4000 personnes attendues et présentes pour ce rendez-vous dans cette salle. C'est vous dire aussi si forcément internationalement c'est une place forte et une place qui compte pour les filles tirées devant 4000 personnes.
c'est quand même joli. C'est génial, c'est génial. Tirer devant 4000 personnes, en fait, ça nous arrive quasiment jamais, à part aux Jeux Olympiques, en fait. Et ce tournoi, tout le monde a envie de le faire parce que l'ambiance, elle est incroyable. On entend là les gens derrière qui applaudissent, qui encouragent, et être française en plus et avoir le public français derrière soi, c'est super. Premier assaut donc, ce premier quart de finale. Aujourd'hui, depuis Orléans, en direct sur la chaîne L'équipe avec Charlotte qui va affronter la numéro 1 chinoise, Xiao Yaqi, qui est 9e tireuse mondiale. Un beau défi et on va commencer par une petite étude de cas pour celles et ceux qui découvriraient le sport et puis aussi cette arme, ses particularités au fil du début de cet assaut, et puis après on rentrera évidemment dans cette bataille complète. Alors déjà, vous pouvez voir les cuirasses électriques des tireuses qui sont en grisé. C'est là où les tireuses peuvent toucher. C'est-à-dire que tout ce qui va leur permettre de marquer le point, c'est le corps, les bras et la tête. Elles peuvent toucher avec la lame et avec la pointe du sabre. Et oui, puisqu'on revient d'une époque de chevalier qui est bien tiré, et du coup en dessous c'était un risque de blesser le cheval, donc on ne pouvait pas toucher sur la partie basse du corps. Donc tout est touchable sauf les mains, mais dans cette partie haute du corps. Donc assez simple de ce point de vue-là. La différence avec les autres armes que sont le fleuret et l'épée, c'est que cette arme, on peut toucher avec toutes les parties et pas uniquement la pointe. Et ça, c'est important. C'est ce qui rend l'arme un peu spectaculaire. On dit parfois qu'on est moins précis au sabre, mais finalement, on doit conduire notre lame pour toucher avec toute la partie du sabre, ce qui nous offre un avantage en termes de distance. Et on voit que les tireuses, elles se déplacent beaucoup sur la piste, une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière, parce qu'il y a des règles de priorité. C'est-à-dire que la tireuse qui attaque, c'est-à-dire qui avance, aura le point si elle arrive à toucher l'autre. On voit là, par exemple, la belle attaque de Charlotte, qui rattrape un peu son retard. Et son adversaire qui se retrouve donc sur la défensive et qui n'aura la possibilité, comme dans un dialogue, quand la phrase est finie, vous pouvez embrayer, règle de courtoisie, là on parle de convention, et bien vous avez le droit de passer à l'attaque après avoir riposté, pris le fer. Ce sont des expressions que nous allons utiliser et réutiliser aujourd'hui. C'est ça. En fait, quand la tireuse qui recule se retrouve dans cette position défensive, il faut qu'elle arrive à le faire échouer l'attaque de son adversaire, c'est-à-dire soit bloquer la lame, soit faire tomber l'attaque dans le vide, c'est-à-dire que la personne qui attaque fasse sa fente, le grand pas en avant, et ne touche pas. À ce moment-là, le défenseur a le droit de repartir en avant et de tenter sa chance pour aller toucher son adversaire. Les assauts donc voient la vainqueur s'imposer après être arrivé à 15 touches, la première à 15 touches et la première à 8 touches, fait connaître à cet assaut une pause d'1 minute. La Française qui est derrière depuis le début de cet assaut. Elle a très mal commencé, menée 4-0, et depuis elle essaye de refaire son retard, Charlotte. Elle a beaucoup de mal sur le milieu de la piste. Chez nous, le milieu de la piste est très important parce que ça détermine celui qui va avoir l'ascendant sur l'autre, c'est-à-dire celui qui va attaquer. L'attaquant au sabre a quand même un gros avantage puisque c'est l'attaque qui permet de marquer le point. Et le milieu de la piste, pour l'instant, Charlotte, c'est compliqué pour elle. Elle a du mal à s'imposer. Et on voit ici que, encore une fois, sur le milieu de la piste, Xiao a réussi à lui faire ce qu'on appelle une attaque sur la préparation. C'est-à-dire que Charlotte était un peu en retard. Xiao a fait un grand pas en avant, une fente, qu'on va voir ici. Hop, elle déclenche sa fente. Charlotte est en retard. Donc Xiao la touche avant. On voit très bien là ici que Xiao est déjà en attaque, donc elle est déjà en fente. Alors que Charlotte n'est pas encore partie. C'est ce qui lui permet d'allumer sa lampe avant. Et donc de marquer le point. Ce qui veut dire que la prise de décision, elle est pour le moment beaucoup plus rapide et schéma plus clair là dans ce que peut produire la chinoise. Oui, la chinoise là, elle prend les décisions un peu plus rapidement, elle est un peu plus réactive, ou alors elle provoque bien la faute chez Charlotte. C'est aussi ça le sabre, c'est-à-dire savoir provoquer la faute, savoir faire à l'autre ce qu'on a envie, le piéger. C'est un peu un match d'échecs, mais comme si ça allait vraiment très très vite. Charlotte qui, en termes d'expérience,
sur le circuit international est nettement au-dessus de son adversaire. Elle avait d'ailleurs battu cette même adversaire il y a quelques années, mais beaucoup d'années. Difficile d'en tenir compte aujourd'hui au moment de monter sur cette piste, parce que c'était il y a 5 ans et c'était vraiment une enfant, hein, oui. la chinoise qui n'a que 22 ans et qui est vice-championne de son continent, deuxième des championnats asiatiques. Donc c'est dire si la marge de progression dans ce laps de temps elle a été importante chez Chaillot. Mais la Française est bien déterminée à revenir. Tout à fait, elle a laissé la chinoise attaquer, donc avancer pour pouvoir faire échouer son attaque comme on l'a vu ici et repartir. Tactiquement, elle décide d'utiliser la piste. Là, on voit très bien que l'attaque est tombée dans le vide et ce qui lui a permis de riposter. Ici, ça va être un combat assez tactique. Elle reprend l'avantage au milieu de la piste, donc elle arrive à toucher son adversaire au milieu de la piste. On voit qu'elle déclenche son attaque. La chinoise essaye de faire tomber dans le vide son attaque, mais elle n'y arrive pas. Dans ce sport, il faut savoir être intelligent, c'est-à-dire savoir profiter des faiblesses de l'adversaire, savoir mettre un petit peu à l'écart ses forces et profiter de ce que nous, on arrive à tirer parti en fonction des qualités de l'adversaire. Alors vous avez vu tout à l'heure les deux allumés, mais Chaillot avait cette priorité-là. Elle était à l'attaque. Encore une fois, elle prend Charlotte sur son retard de bras de l'attaque. Elle arrive à allumer toute seule parce que Charlotte est en retard au milieu de la piste. Et c'est là où on comprend qu'un 10e de retard, c'est trop, c'est déjà trop. Et on voit Chaillot qui réussit à mettre en échec l'attaque de Charlotte pour repartir ensuite. Le jeu sur le milieu de la piste est très compliqué pour elle. Chaillot qui essaye de parer l'attaque de Lembar, c'est-à-dire de bloquer son sabre avec son arme, et qui n'y arrive pas. Le sabre qui a la particularité aussi d'être un petit peu l'épreuve de sprint de l'escrime. Hein. Tout à fait. Une touche dure en moyenne 2 secondes, voire 10 secondes dans les touches les plus longues. C'est très rapide. Si vous n'êtes pas réactif, vous perdez le point. On voit Chaillot qui essaye d'attaquer, qui est en retard du bras. Charlotte en profite pour allonger le sien et allumer sa lampe. Alors des fois, c'est vrai que pour l'œil des béotiens, en tout cas l'œil des néophytes, on n'a même pas l'occasion, le temps de voir la prise de fer qui vous permet par exemple de reprendre cette fameuse priorité de passer à l'attaque ou la contre-attaque. Ça va très vite, effectivement. Pour les non-initiés, on a du mal au début à voir les trajectoires des lames et à savoir où touchent les tireuses. Et puis, au final, on se concentre pas que sur une tireuse, on essaye d'avoir son œil au milieu des 2 tireuses pour voir ce qui se passe des 2 côtés. Là, on voit que Chaillot a bloqué la lame de Lembar pour pouvoir effectuer sa riposte. Ça va très vite, c'est vrai. Et pour la première fois, la Française était revenue à hauteur. Charlotte qui fait une attaque dans le vide. Chaillot qui avance, qui tente une attaque, mais dans le vide. Et Charlotte qui réussit son attaque. Alors là, on voit une touche particulière. Chaillot a pointé sa lame, vous voyez, en plein dans le buste de Charlotte. Elle a fait ce qu'on appelle une ligne, c'est-à-dire qu'elle a menacé pendant tout le temps où elle reculait. Puisque Charlotte n'a pas réussi à taper son fer, elle a la priorité. On entend les encouragements des Français pour Charlotte qui ont envie de la voir en demi-finale, qui ont envie qu'elle continue son parcours dans cette compétition. Elle est en train de... Et là, Charlotte est encore en retard du bras et on voit Chaillot qui a profité de ce retard pour déclencher une microseconde avant son attaque et donc prendre l'avantage. Ça fait plusieurs fois qu'elle se prend cette touche et qu'elle se trouve en difficulté encore une fois au milieu de la piste. Au pied du mur, notre Française. Hop, et encore une fois, elle est en retard au milieu de la piste. Elle demande la vidéo, ce geste avec les mains de carré qu'elle fait, c'est pour demander la vidéo. Mais malheureusement, elle est encore en retard. Je pense que l'arbitre lui donnera tort. Au milieu de la piste, elle déclenche son attaque une demi-seconde après celle de Chaillot. Chaillot l'a bien compris, hein, c'est pour ça qu'elle retente cette touche encore et encore. Là, on voit, hop, Chaillot a déclenché sa fente avant que Charlotte ait bougé le pied avant.
Et donc, ça signifie qu'elle s'arrêtera là pour aujourd'hui. Oui, c'est la fin de l'aventure pour Charlotte Lembach qui avait sorti quand même Yana Egorian au tour précédent, qui tirait en perf encore sur la chinoise. Elle n'a pas démérité, mais elle a toujours été derrière finalement. Oui, c'est une bonne compétition pour elle. Elle a vraiment réalisé une belle escrime. Elle a réussi à battre la championne olympique en titre. C'est quand même une belle journée. Là, elle s'est fait un peu piéger sur des points tactiques un peu trop répétitifs, de façon un peu trop répétitive, ce qui fait qu'elle n'a pas réussi à prendre l'ascendant sur Chao, qui l'a dominée tout le long du match. Elle a réussi à revenir quelques fois sur quelques touches à égalité, mais ça n'a pas suffi pour prendre l'ascendant sur Chao. Oui, la Française qui en termine là avec son parcours. On la retrouvera évidemment notamment du côté de Salt Lake pour la prochaine étape en individuel de cette Coupe du Monde de sabre. Mais avant cela, dès demain, parce que il y a une compétition par équipe et elle est très importante. Mais Saoud tout à l'heure nous parlait de cette ouverture de saison olympique. L'objectif avant la cause individuelle, même si ces demoiselles tirent à l'année surtout pour elles, mais la cause par équipe sert aussi leur dessin individuel, puisque le classement par équipe offre, si vous faites partie des 4 meilleures équipes à l'issue de cette saison, notamment jusqu'au mois de mars 2020, si vous faites partie des 4 meilleures équipes, vous qualifiez l'intégralité de cette équipe, à savoir 3 tireuses pour le tableau individuel de Tokyo. Oui. Donc clairement l'enjeu il est là, et il est donc demain à Orléans avec ce tournoi par équipe. L'objectif de toutes les nations présentes, c'est de qualifier leur équipe aux Jeux Olympiques. C'est la seule façon d'avoir 3 tireuses qualifiées en individuel. Si vous ne qualifiez pas votre équipe, seulement une tireuse ou un tireur de chaque nation peut aller aux Jeux Olympiques. Donc vraiment l'équipe, c'est très important. Mais on gagne aussi des points en individuel par les tournois individuels. Et c'est donc très important, par exemple, pour Pascou qu'on voit ici, qui n'a pas une équipe très forte par rapport à son niveau à elle, de prendre des points pour se qualifier en individuel aux Jeux Olympiques. Et on voit que là, elle se branche face à Olga Nikitina, qui est une très jeune Russe, très talentueuse. Donc ça va être un match un peu de la jeunesse sur l'expérience. Et pas de Française, vous l'aurez compris, dans ce deuxième quart de finale. Bianca Pașcu, roumaine, et qui s'avance avec l'avantage de l'expérience face à une Nikitina qui a dominé une Française au tour précédent, en 8e de finale, et Cécilia Berder qui était battue 15 touches à 9 par cette tireuse de 20 ans, championne du monde junior l'an dernier, qui ne cesse de progresser au sein de cette école russe qui est assez incroyable. Très bonne école russe, très bonne école russe, très performante, plusieurs fois championne du monde, vraiment très dure à tirer, très expérimentée. Et cette jeune tireuse a réussi à imposer sa place au sein d'une équipe déjà très performante. Il faut se méfier d'elle parce qu'elle a une escrime très particulière et qui peut vous faire un peu perdre la tête. Donc là on voit Pașcu qui avance. Nikitina qui profite de son retard de bras pour allonger son bras et venir la toucher à la tête. Et Nikitina qui tente sa chance en attaque, qui avance très vite vers Pașcu. Pașcu qui arrive à bloquer son sabre avec le sien et à riposter dans le même temps. Ça va très très vite. Et Nikitina qui encore une fois veut tenter sa chance et change de cible en allant cette fois au ventre. Nikitina qui part avant le commandement de l'arbitre. On voit qu'elle a envie d'y aller très vite sur son adversaire et elle prend donc un carton jaune. Si elle recommence, elle aura cette fois un carton rouge et une touche de pénalité. Là, Pașcu qui s'énerve un peu, qui dit ça fait deux fois qu'elle est partie avant, vous devez la punir, et finalement l'arbitre décide de donner aussi à Pașcu un carton. Nikit. Les codes sont très importants en escrime. On parle de ce moment-là où on ne parle pas comme ça, on s'exprime pas trop vertement vers un arbitre. De même qu'une absence de salutation à la fin
d'un assaut peut tout simplement vous faire subir un carton noir et vous exclure de la compétition. Tout à fait, l'escrime est un sport très très réglementé où le respect de l'adversaire et de l'arbitre sont vraiment au centre de ce sport. Il faut respecter son adversaire pour pouvoir faire un combat de qualité. Ici on voit que le match est quand même assez serré malgré le manque d'expérience de Nikitina et malgré l'expérience de Pascu. Nikitina a vraiment là une escrime agressive. Elle veut vraiment aller vers Pascu, aller vers l'avant, la forcer à réagir, la contraindre à la défensive. Elle n'a pas l'air de vouloir défendre. Ouais, elle va tout le temps vers l'avant. Cette touche, elle est en faveur de la Roumaine, 3e des derniers mondiaux. On va voir la touche au ralenti. Là, Pascu déclenche son attaque un petit peu avant Nikitina, un petit peu avant la Russe. C'est pour ça que l'arbitre donne l'attaque sur la préparation. Et égalité entre les deux tireuses avant la pause. Celle qui marquera la touche aura un avantage avant la pause qui peut s'avérer plutôt pratique pour reprendre la deuxième mi-temps avec un peu d'avance. Pascu qui a fait sa première attaque dans le vide. Nikitina s'est un peu trop pressée pour aller la toucher. Et Pascu a allongé sa main et est venu la toucher sur son retard de bras. Donc on va voir là Pascu qui fait son attaque. Nikitina esquive l'attaque. Nikitina va s'apprêter à repartir très en retard du bras. Et hop là, Pascu qui allonge son bras et qui la prend sur son retard de bras. C'est ce qu'on appelle une attaque sur la préparation. Escrime assez virevoltante en tout cas pour la Russe, tout feu tout flamme. On voit qu'elle a envie d'y aller, qu'elle a envie de, comme on dit chez nous, comme de lui marcher dessus. Mais Pascu fait exactement l'action pour la contrer. L'attaque sur la préparation, ça sert à contrer quelqu'un qui va trop vite, qui a trop envie de venir vous attaquer et qui finalement fait une erreur soit de bras, soit de jambes. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez coordonné entre ses jambes et son bras. À la pause, chaque tireuse va en fond de piste et va écouter les conseils de son entraîneur qui peut lui donner des conseils tactiques, techniques, qui va lui indiquer ce qu'il a remarqué sur l'escrime de l'adversaire, qui va lui dire « Bon écoute, là je trouve que tu es en retard, vas-y, allonge ton bras un peu plus tôt » ou alors « Tu vas trop, là je lui dirais tu vas trop en avant, essaye de faire échouer son attaque plutôt. » On va voir comment ça se passe. Et Nikitina posture un peu plus défensive au départ. Tout à fait, Nikitina qui n'a pas du tout changé de tactique, c'est-à-dire qu'elle veut toujours aller vers l'avant, elle veut toujours aller en attaque. Ce qui fait qu'elle prend du retard parfois et qu'elle peut se prendre une attaque sur la préparation. En tout cas, elle n'a pas du tout l'air de vouloir reculer. Pascu qui a bien compris que Nikitina n'avait pas l'air de vouloir reculer et qui donc va aller aussi en attaque. Elle fait le jeu de la Roumaine, en tout cas elle lit parfaitement du haut de ses 31 ans ce que veut faire Nikitina depuis le début de cet assaut. Elle a compris Pascu, elle a compris que Nikitina était un peu en retard au milieu de la piste, un peu comme le match précédent avec Charlotte. Et donc là Nikitina va très en retard venir, on voit très bien que Pascu se fend avant, allonge son bras avant et donc fait une attaque sur préparation de Nikitina. Et là on a l'impression que les deux tireuses ont fait exactement la même action. Ce qui s'est passé c'est que Nikitina a voulu attaquer avant Pascu. Il y a un contact de fer maintenant et Pascu a riposté. Est-ce que l'arbitre va juger qu'il y a une parade ou non? Non, elle remet la touche. C'est-à-dire, elle a fait un geste de sa main pour dire « je remets au milieu, il se passe rien, je ne départage pas ». Ne se prononce pas. Voilà, c'est un peu ça. Simultanéité. Et très belle attaque de Nikitina qui a d'abord fait échouer la première attaque de Pascu. Donc on voit que là, elle commence un peu à changer d'avis. Elle commence à se dire « ah, peut-être effectivement, il faut que je recule un petit peu avant de pouvoir attaquer ». Et c'est ce qu'elle fait ici, elle s'est très bien débrouillée. Oui, le plan B à -3, il était important pour Nikitina. Hop, Nikitina qui fait échouer l'attaque de Pascu, qui a changé sa stratégie, là on le voit, elle va plus en attaque directement
au commandement de l'arbitre, mais elle fait d'abord échouer l'attaque de Pascou avant d'y aller. Et pour l'instant, ça fonctionne très bien. Alors là, l'arbitre dit qu'il y a simultané, c'est-à-dire que les deux attaques ont été effectuées exactement pareil. Pascou n'est pas d'accord. Elle estime qu'elle a attaqué avant Nikitina. Elle demande donc la vidéo. On va voir ce que l'arbitre va dire. Elle n'a pas changé d'avis. L'arbitre estime que c'est l'attaque de Nikitina qui a été effectuée avant. Ce sont des touches assez litigieuses, mais Pascou n'a pas l'air d'être en désaccord. Et Nikitina qui reste au milieu de la piste, elle avait une tactique qui fonctionnait très bien, de faire échouer l'attaque de Pascou. Elle a changé, elle se prend des touches, c'est tout à fait logique. Encore une fois, Nikitina cherche à faire l'attaque, elle est en retard sur son bras. Pascou en profite pour faire l'attaque avant, pour déclencher son attaque avant. Hop, Pascou qui déclenche sa feinte alors que Nikitina n'est pas encore partie. Il y a donc, encore une fois, attaque sur la préparation. Il y a 2 touches de la gagne. Nikitina stratégiquement n'est pas super. Voilà ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire faire tomber l'attaque dans le vide pour pouvoir repartir et placer son attaque. Stratégiquement, c'est exactement ça qu'il faut qu'elle fasse. Si elle veut gagner, à mon avis, il faut rester là-dessus. C'est difficile de faire tomber Pascou dans le vide, c'est-à-dire de faire échouer son attaque. Là, on voit que hop, elle défend. Pascou qui fait une fente, Nikitina qui recule. Et Nikitina qui repart, qui avance très vite et qui vient la toucher. C'est une escrime peu académique. Hein. Là, sa position, elle n'est pas très jolie. Mais si ça fonctionne, c'est le principal. Jeu dur en préparation physique. Des heures de musculation aussi. De circuit training, de course, de fractionné. Hop, Nikitina qui fait échouer l'attaque de Pascou, qui a voulu se précipiter pour mettre la touche. Pascou qui a juste allongé son bras pour toucher avant elle. Nikitina n'a même pas allumé sa lampe. C'est dur pour la Russe qui se retrouve là. Touche pour gagner le match pour Pascou. En difficulté. Et Nikitina qui est encore une fois en retard. Pascou l'a bien compris, on voit qu'elle crie de victoire. Parce que Nikitina encore une fois a voulu aller très vite vers l'avant. Pascou a déclenché son attaque avant. À mon avis, l'arbitre va encore donner attaque sur la préparation. Dites donc, ça ressemble pas à l'issue de l'assaut précédent, tout ça. Exactement. Un petit peu les mêmes problématiques. Et non. Incroyable, incroyable. Alors pendant tout le match, l'arbitre a donné cette touche d'une certaine façon. Et là, elle a estimé que Nikitina n'avait pas fait d'erreur. Elle donne donc l'attaque de Nikitina, parce qu'il doit rien comprendre à ça. Je ne comprendrai pas non plus à sa place, mais il faut se remobiliser, parce que 14 égalités. Voilà. Alors là, il y a du fer, c'est-à-dire qu'il y a contact de fer. Donc l'arbitre va dire, à son avis, qui a paré l'attaque, qui a effectué l'attaque et qui a réussi à bloquer le fer de l'autre pour pouvoir riposter. Elle a besoin de la vidéo. Et là, l'arbitre doit regarder la vidéo à 14 égalités. Elle a regardé, elle a remis en garde. Donc elle s'est pas mouillée. En gros, elle a voulu se dire, bon, je remets. Nikitina qui recule, qui essaye de faire échouer l'attaque de Pascou très bien. Elle repart. Elle attaque et les deux pensent avoir gagné. Pascou pense avoir fait une ligne, c'est-à-dire le bras tendu, la pointe vers l'adversaire. Elle pense avoir repris la priorité. Donc là, Pascou attaque. Nikitina fait tomber dans le vide. Elle repart et là, vous voyez, hop, Pascou met la ligne, c'est-à-dire que la pointe est dirigée vers Nikitina. Et elle pense avoir repris la priorité. Et Nikitina vient s'embrocher dans la lame, mais selon moi, il y a attaque de Nikitina parce que la ligne a été d'abord parée, c'est-à-dire que Nikitina a tapé sur le fer avant d'attaquer. L'arbitre sera peut-être pas d'accord avec ça. Donc on voit Pascou, hop, oui, qui là enlève sa lame, qui la remet bien trop tard pour avoir le point. Mais elle semble vraiment convaincue d'avoir la touche. On va voir ce que l'arbitre va donner. Un moment de grande tension forcément là pour les deux tireuses sont persuadées d'avoir la touche. Et elles seront peut-être même persuadées d'avoir raison après la lecture de l'arbitre. Moment important en tout cas pour décortiquer cette action. Nikitina mérite vraiment de gagner cette touche parce qu'elle a vraiment fait l'effort
de faire tomber dans le vide l'attaque de Pascou. Elle a vraiment été très forte sur ses jambes, elle a fait tomber dans le vide très en arrière. C'était très très dur de faire ça. Reculer en escrime, c'est très compliqué, ça vous demande beaucoup plus de physique. C'est plus facile d'avancer que de reculer. Donc elle mérite, selon moi, d'avoir le point. On va voir ce que l'arbitre en pense. La ligne passe, tout à fait. C'est-à-dire qu'elle dit, l'arbitre dit, tu as tendu ton bras, tu as mis ta pointe vers l'adversaire, mais ta pointe, elle n'est pas restée sur le buste. Elle est allée vers le haut, vers le bas, elle est sortie de la surface valable, donc elle est non valable. Et oui, Pascou qui ne comprend pas. Elle a cru perdre cet assaut Olga Nikitina à 14-13 et finalement elle sort vainqueur. Pas de 15 sourire. Touches, 14. Ouais, il n'y a pas de célébration avec ce jeune prodige de 20 ans qui sera donc en demi-finale. On connaît l'affiche du haut du tableau, pas de française. Ce sera Shaoyaki contre Olga Nikitina. Une respiration sur la chaîne L'équipe et on revient vivre évidemment l'assaut de Manon Brunet, la française, qui sera la prochaine sur cette ligne. De retour en direct du Zénith d'Orléans qui accueille la première étape de la Coupe du Monde de sabre féminin avec eh bien, les quarts de finale qui vont se poursuivre dans quelques secondes avec la française Manon Brunet qui va entrer en piste. La voilà pour ce troisième quart de finale, juste avant et pendant la petite coupure, pour vous faire part de cet instantané que l'on a vu à Orléans avec Bianca Pascou qui est revenue saluer Olga Nikitina par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, à savoir de prendre un carton noir et de risquer de manquer par exemple une prochaine étape de Coupe du Monde et d'avoir effectivement des soucis en termes d'inscription sur les tournois à venir. Pascou n'a pas voulu saluer Nikitina à la fin du match parce qu'elle n'était pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Elle est donc partie de la piste sans saluer, sans serrer la main, ce qui chez nous est complètement inconcevable. Elle s'est fait siffler par tous les spectateurs et elle est donc été obligée de revenir. Direction évidemment cette piste et le moment maintenant pour Manon Brunet de faire parler son classement, de faire parler sa connaissance aussi de cette épreuve ici à Orléans qu'elle a remportée par le passé. Elle tire à la maison. Comme vous, c'est une Orléanaise. C'est son club, Orléans c'est son club, donc la numéro 3 mondiale, 3e mondiale. Elle connaît cette ville comme sa poche, elle y est depuis des années. Et vraiment, ça lui tient à cœur de faire une belle prestation ici sur Kim, la championne olympique de 2012. Et oui, l'adversité est importante aujourd'hui pour la Française à l'occasion de ces quarts de finale, mais 5 des meilleures tireuses du monde, 5 tireuses du top 8 sont présentes dans ce casting des quarts de finale. Donc, de toute manière, à un moment, il faut les affronter et les battre. Très haut niveau aujourd'hui. Kim, qui est championne olympique en 2012, elle a une escrime très atypique, une escrime asiatique en fait. Elle est très difficile à contrer, il faut physiquement être très présent. Et vous l'avez vu, elle est gauchère. Qu'est-ce que ça change, Laura? C'est super d'être gaucher. Quand on est en escrime, c'est super, on a beaucoup plus de réflexes. Et puis on est plus embêté quand on est face à un gaucher que face à un droitier, parce que forcément il y a moins de gauchers dans la population globale. Donc en tant que droitier, quand on se retrouve contre un gaucher, on n'est pas très à l'aise, on n'a pas nos repères, on a l'impression de faire un peu les choses à l'envers. Donc c'est plus avantageux d'être gaucher. Là on voit Manon qui met une très belle attaque. Elle fait attention à ne pas se faire prendre le fer par Kim et elle déclenche son attaque pour prendre l'avantage. Oui, et là Kim est en retard, Manon a déclenché son attaque plus rapidement. Attaque sur préparation. La rapidité de Manon, qui est une de ses qualités premières. Régalez-vous à regarder son jeu de pied notamment, une capacité à exécuter très très vite. Et ça se prépare. Ce travail avec les pieds se prépare tout au long de l'année. Grosse préparation physique qui permet d'être rapide. On voit Kim aussi, son travail de pied est très rapide, très précis. Oui, et là, Kim est en retard de sa main. Maintenant, on profite pour allonger son bras et toucher avant elle.
on voit les deux tireuses se regardent et hop sur le retrait du bras. Manon qui allonge son bras et qui bloque ensuite son fer. Bel avantage pour l'instant de Manon. 3 touches d'avance. Il faut essayer de garder cet avantage pour la suite. Et belle attaque de Manon. Kim a voulu essayer de parer l'attaque de Manon, c'est-à-dire de bloquer son fer. Manon a contourné le fer et est allée la toucher. Ah. Manon qui loupe son attaque, qui touche dans les jambes, qui fouette un peu les jambes de Kim. On va voir ici qu'elle touche hop dans les jambes. Est attribué. Les tireuses se regardent beaucoup là. Elles n'ont pas envie d'être parées. Elles se regardent, on sent qu'elles hésitent un peu, qu'elles n'ont pas trop envie d'y aller. Kim qui demande la vidéo, donc qui fait un geste avec sa main pour demander la vidéo et demande à l'arbitre de regarder une nouvelle fois la touche au ralenti, car elle pense avoir la priorité. Elle pense avoir repris son attaque avant Manon qui est restée un peu plus sur place. L'arbitre ne lui a pas donné raison. Et Manon qui s'énerve, qui est contente de marquer cette touche, qui lui donne un gros avantage pour la deuxième mi-temps. Ouais, elle est superbement rentrée dans ce quart de finale, Manon Brunet. Très autoritaire. Elle sait ce que ça a fait de gagner ce tournoi. Elle a envie de le gagner, ce trophée Orcom. Elle a envie, elle veut le gagner. On sent qu'elle ne se laissera pas impressionner par Kim. Toute championne olympique qu'elle soit. Manon qui avait éclos aux yeux du grand public à Rio avec cette 4e place au jeu alors qu'elle n'avait que 20 ans. Tout à fait, mais 4e place, c'est toujours frustrant, hein, comme on dit, c'est la médaille en chocolat. C'est toujours très frustrant. Mais surtout quand à l'année, il n'y a pas d'assaut pour la 3e place et que vous êtes 3e ex-aequo quand vous perdez en demi. Donc, toute l'année, pendant les tournois de Coupe du Monde, les 2 perdants des demi-finales sont 3e ex-aequo. Ce qui fait qu'au JO, c'est très particulier de devoir tirer la 3e place, donc devoir se battre pour la 3e place. Malgré tout, cette année pour elle, l'année de 2016 des JO a été un déclencheur pour elle, puisqu'à partir de cette année-là, elle a commencé à engranger les médailles en Coupe du Monde. Ça a vraiment été un déclic pour elle. Et reprise de la 2e manche. Loiretaine qui allume vert. Et ici, Manon a bloqué le sabre de Kim avant de riposter, donc ça lui donne encore une touche d'avance. On est à plus 6. Et exactement la même chose, elle laisse Kim attaquer, Kim effectue son attaque, Manon bloque sa lame, part et donc a le droit de riposter. Pour l'instant c'est une superbe match qu'elle nous offre. Elle travaille, elle essaye de la provoquer, de lui faire déclencher son attaque, mais malheureusement elle n'arrive pas à s'échapper assez pour échapper à l'attaque de Kim. Qui a attaqué en flèche, c'est-à-dire qu'elle fait un saut. Elle n'a pas le droit de croiser les pieds. En sabre, on n'a pas le droit de croiser les pieds vers l'avant. Vers l'arrière, on a le droit, mais pas vers l'avant. Sinon, on a un carton. La Française qui peut gérer désormais. Oui, elle se rapproche tout doucement de 15. Dans ce cas-là, on se dit qu'on peut gérer le match, c'est-à-dire en prendre une, en mettre une, en prendre une, en mettre une, et arriver doucement jusqu'à 15. Ça paraît facile. Ça paraît facile, et pourtant, là, le jeu de jambes est vraiment important. On voit la tension qu'elle a fait mettre à Kim, la tension qu'elle lui a mise en lui disant attention, je suis là, il faut que tu déclenches, hop, et tu déclenches trop tard, j'ai le temps d'allonger mon bras avant. C'est au millimètre. Oui, et Manon qui arrive à faire déclencher l'action de Kim, c'est super ce qu'elle fait, c'est super. La distance est parfaitement maîtrisée, elle arrive à reculer du centimètre près pour faire tomber l'attaque de Kim dans le vide, encore une fois. Et encore une fois, Manon qui score. Un écart de points incroyable. Oh là là, jusqu'au bout, ça a été une masterclass de la part de Manon Brunet, la numéro 3 mondiale, fait parler son classement et file en demi-finale. Un assaut rondement mené. Elle peut recevoir les félicitations de son maître d'armes devant son public. Votre copine avec laquelle vous étiez championne de France par équipe, eh bien, se qualifie pour les demi
vainqueur ici à Orléans 2016 et qui s'est promené. Kim n'a quasiment pas existé. Hein. Là, vraiment, c'était un match rondement mené. Alors, on peut penser que c'est très facile et pourtant, Manon a beaucoup travaillé avec ses jambes, avec sa tête. Elle a été très maligne. Elle a fait faire à Kim les erreurs qu'elle voulait. Elle l'a provoqué. Là, on voit très bien, elle la provoque. Elle lui fait peur. On voit que Kim hésite avant d'attaquer. Et finalement, elle fait un gros travail. Hop, elle la provoque, elle fait ce qu'on appelle des feintes, c'est-à-dire qu'elle fait semblant d'attaquer pour que Kim se méfie et pour que Kim déclenche son attaque ou fasse une erreur de distance, de bras, de jambes, de coordination. Là, on voit Manon qui travaille, Kim qui hésite et finalement qui est en retard du bras et hop, Manon qui en profite pour la toucher. Quel succès sur la 5e mondiale qui restait d'ailleurs la coréenne sur une victoire face à la française. C'était en début d'année du côté des États-Unis, encore à Salt Lake. Bref, une tireuse contre qui elle n'avait pas forcément de très bons souvenirs, qui est 5e mondiale. Et c'est un assaut qui a été vraiment un récital de la part de la française galvanisée. Et on voit sa joie de jouer, d'être en demi-finale et de tirer à la maison. Alors il y a une donnée importante au moment où on va pouvoir vous présenter ce dernier quart de finale. Les filles que l'on voit là depuis 17h, Laura, tire sur un nouveau site, c'est-à-dire qu'elles ont tiré depuis hier pour certaines au Palais des Sports et que pour ce rendez-vous avec nous cet après-midi et pour retrouver ce public orléanais un peu plus nombreux, elles se sont exilées entre midi et donc 17h du côté du Zénith avec de nouveaux repères, un nouvel espace pour l'écart avec le public, de nouvelles sensations à retrouver. Donc véritablement une vraie prouesse en termes d'adaptation. Tout à fait. Au Palais des Sports, il n'y a pas assez de place pour tous les spectateurs. On n'a pas 4000 places dans notre Palais des Sports, donc il a fallu qu'on se délocalise au Zénith pour avoir assez d'espace pour accueillir tous les spectateurs qui voulaient assister à cette compétition. Et ça nous donne aussi un meilleur spectacle, puisque vraiment là l'espace est adapté pour avoir vraiment de jolis effets spéciaux, la lumière, le son. Tout est mis en place pour que ce soit vraiment un beau spectacle. Et cet assaut maintenant avec sur la droite de votre écran Olga Karlan, qui est presque un statut de légende vivante, en tout cas en termes de sabre. Elle est clairement l'une des plus réputées depuis le début des années 2010 en termes de palmarès. Ce qu'elle fait est proprement exceptionnel du haut de ses 29 ans. La numéro 1 mondiale est 4 fois championne du monde, 6 fois championne continentale, et elle se retrouve à défier Pozniakova. Sofia Pozniakova, tout à fait, qui est elle aussi championne du monde en 2018. Donc en fait, on a les deux dernières championnes du monde en face de nous, ici, qui s'affrontent. Sofia Pozniakova qui est assez jeune, qui a 22 ans seulement, mais qui est très talentueuse, qui a beaucoup travaillé. Et Olga Karlan, elle qui est multimédaillée, 28 victoires en Coupe du Monde dans sa carrière, c'est énorme. 51 médailles en Coupe du Monde dans sa carrière. C'est un palmarès que peu de gens peuvent se targuer d'avoir. Sa vitrine à trophées, c'est un musée. Tout simplement. Elle qui fait partie des sabreuses qui sont arrivées très tôt à Orléans pour profiter de ces conditions d'entraînement, de ces 24 pistes. Et d'ailleurs, il me semble que l'équipe d'Ukraine était aussi présente à l'INSEP lors d'un stage qui a duré une dizaine de jours avant cette reprise du circuit Coupe du Monde. Tout à fait, elles étaient en stage international à l'INSEP il y a 15 jours avant de venir une semaine en stage, donc cette semaine à Orléans, avec les 75 autres tireuses, donc la salle était bien remplie pour le stage international. Donc la Russie aussi était là au stage international, elles ont déjà eu la possibilité de s'entraîner ensemble cette semaine, et puis elles ont déjà tiré ensemble plusieurs fois. Ici on a deux tireuses très techniques, qui sont très à l'aise à l'escrime, qui font du jeu, c'est-à-dire qui bougent sur la piste, c'est agréable à regarder. Et précise aussi Olga Karlan dans ses œuvres. Très précise.
Alors la dernière fois qu'elles se sont affrontées, c'était à la Coupe du Monde d'Athènes en 2019 et Sofia Pozniakova avait gagné 15-10. Mais Karlan, elle n'a pas pour réputation de se laisser faire. Une fois qu'elle s'énerve un peu et qu'on la voit un peu crier, on sait qu'on a réveillé un petit peu le loup et qu'il faut s'en méfier. Pour l'instant, elle n'a même pas besoin de crier. Elle mène 5-2. Elle est tranquille. Elle met en place sa stratégie. Pozniakova, c'est à elle de faire les efforts pour remonter un peu au score. Et on voit Pozniakova qui a pris le fer de Karlan avant de riposter. Elles se connaissent très très bien, ces tireuses-là. Elles font des matchs tous les mois ensemble lors des compétitions, que ce soit individuelles ou par équipe. Donc elles se connaissent très bien maintenant. Le jeu, c'est de savoir comment piéger l'autre, sachant qu'on la connaît, sachant qu'on sait ses défauts et ses qualités. Comment est-ce qu'on va réussir à l'amener dans notre piège? Le score se resserre un peu. Karlan qui a voulu faire tomber l'attaque dans le vide, qui n'a pas réussi à riposter. Et très belle attaque de Sofia Pozniakova qui a vraiment pris l'ascendant et qui remonte au score. Alors il faut savoir qu'il y a toujours une russe dans un tableau, la fameuse russe de service. Elles sont championnes du monde par équipe, elles ont battu la France en finale d'ailleurs, et quand Egorian se fait battre par notre Charlotte nationale, qui elle-même Egorian avait battu Velikaya, donc là on parle de tireuse au palmarès XXL, avec Velikaya qui s'était d'ailleurs imposée à Orléans en 2014, vice-championne olympique, Egorian championne olympique à Rio. Eh bien il reste quand même une 10e mondiale qui elle aussi est russe. Oui, les Russes sont vraiment très très fortes. Elles ont été plusieurs fois championnes du monde. On les a détrônées, donc les Françaises les ont détrônées au dernier championnat du monde pour finir par gagner la compétition. C'est vraiment très agréable. Mais c'est pas souvent, il faut s'accrocher. Pour les battre, il faut s'accrocher vraiment. Elles ont une équipe très homogène, avec des personnalités très différentes, mais du coup des escrimes très différentes qu'il est dur de contrer. Il faut savoir s'adapter, imposer son jeu. C'est très compliqué. Heureusement qu'on a dans notre équipe de France des tireuses très expérimentées, elles aussi, et très talentueuses. Alors pourquoi on voit cette cette coquille? Racontez-nous. Pourquoi ils ont détouré la coquille là? On voit que Karlan essaye de parer le fer, donc la lame de Sofia Pozniakova avec son sabre. Et donc on voit ce mouvement-là de main de Karlan qui essaye de bloquer la lame avant de riposter. Donc le ralenti est fait pour vous permettre de voir un petit peu les lames. Vous voyez, hop, elle a pu riposter. Donc on a pu bloquer le sabre et ensuite pouvoir riposter. Et donc là, au retour de la pause, on se rassure. Les filles ont pu prendre des conseils auprès de leurs entraîneurs. Est-ce qu'elles allumaient? C'est bon. Oui, alors il y a pas mal de problèmes techniques liés aux conductions électriques, donc on vérifie toujours si le matériel fonctionne avant de se mettre en garde. D'ailleurs, Yannick Borel, notre champion à l'épée, me montrait il y a quelques semaines la manière dont il entretenait sa lame, avec faire très attention à vérifier qu'elle va allumer très vite et qu'au niveau électrification tout va bien. Tout à fait. L'épée, c'est très particulier. Il y a encore plus de matériel qu'au sabre. Au sabre, vous montez votre sabre en mettant une lame sur votre capuce, c'est-à-dire la partie qu'on tient dans la main. On visse, hop, c'est fait. L'épée, c'est très compliqué. Il y a des poids à respecter au millimètre pour pouvoir allumer le plus tôt possible avec le moins d'appui possible sur la tenue de l'adversaire. Là, le match est plutôt serré. Pozniakova a remonté un petit peu au score. On voit que Karlan a commencé à s'énerver là. Elle crie un peu plus. On sent qu'elle a envie d'y aller. Et le score se resserre. Assaut mené par l'arbitre grec. Karlan qui attaque, qui impose complètement son rythme à Pozniakova, qui a bien du mal à faire quelque chose en défense. Elle a repris ses 3 touches d'avance, la championne du monde, championne d'Europe en titre. Karlan qui de nouveau tente une attaque. Pozniakova qui essaye tant bien que mal de parer. Pas de succès pour le moment.
Alors l'arbitre parle en français, si vous avez bien remarqué, parce que le français est la langue officielle de l'escrime. Donc les commandements c'est en garde, pour leur dire de se mettre en place, prêt et aller. Au aller, les 2 tireuses peuvent partir. Partir avant le aller, c'est s'exposer au carton jaune. Et en cas de récidive, carton jaune, carton rouge, donc touche de pénalité. Et au moment de se en garde, elles sont donc à 4 mètres l'une de l'autre. Ça vous aide à apprécier un peu la distance. La rapidité des feintes et la grandeur de ces dernières pour sur une piste qui en fait 14. Donc 14 mètres, la longueur de la piste, on peut dire que c'est court, mais quand on fait plusieurs allers-retours, on le sent dans les jambes. Et quand vous en sortez, eh bien, vous voyez votre adversaire marquer un point. Tout à fait. Yakova qui repart à l'attaque. Oui. Mais fin à 5 touches consécutivement perdues là par la Russe. On sent qu'elle est pas trop énervée, Pozniakova. Elle arrive pas trop à trouver la solution. Elle crie pas beaucoup. Karlan qui lui met la pression. Mais qui se fait quand même toucher. Karlan, elle est pas très inquiète. 13-8 dans un match, c'est gérer son match. Et on voit Karlan, elle, par contre, elle a vraiment envie de gagner. Oui, elle a fait monter les décibels. Ça n'avait pas été forcément le cas en début d'assaut. L'arbitre qui remet la touche, qui dit simultané. Donc c'est-à-dire qu'il estime que les 2 tireuses ont fait la même action au même moment. Il ne départage pas. Là, en revanche, c'est pour Pozniakova. Karlan a fait échouer l'attaque. Alors attention, hein, on a au niveau du tableau d'affichage un petit souci. Ça fait 13-10. Et oui, là, le score se synchronise pas, mais effectivement. Oui, les filles le savent, à moins que Pozniakova ne le demande. Non, elle avait un petit souci. Il fait combien dans cette combinaison là? On la voit enlever, soulagée. Il fait chaud. Il fait très chaud, mais en novembre, il fait pas très chaud par rapport à quand les compétitions se déroulent en juin ou en juillet. On transpire beaucoup en escrime. Hein. Les gens sont souvent étonnés de voir à quel point on transpire sous la tenue. Honnêtement, en juin ou en juillet, c'est assez dur parce qu'on sent la chaleur et que la chaleur est enfermée. Mais en novembre, là, ça nous garde à une bonne température. Il fait bien 30 degrés dans la tenue. Avec combien de couches notamment? Il y a plastron. Alors, il y a la cuirasse électrique qu'on voit ici qui est en grisé. Ensuite, on a une veste blanche, comme le pantalon. Ça nous fait 2 épaisseurs. En dessous de cette veste blanche, on a une sous-cuirasse qui nous protège l'épaule et le début du bras et le début du buste. Ensuite, on a le bustier. C'est-à-dire pour les femmes, le bustier, c'est ce qui est la coque dure qui protège la poitrine. Et notre t-shirt. Donc on a 5 couches. On peut comprendre effectivement cet effet sauna. Et Olga Karlan qui a fini par se promener dans cette deuxième partie d'assaut. La numéro 1 mondiale sera au rendez-vous des demi-finales et elle sera opposée à Manon Brunet, notre dernière française. On a hâte d'y être. Les demi-finales à Orléans, première étape de la Coupe du Monde de sabre féminin, le sabre qui est la dernière arme chez ces dames à être devenue olympique. C'était en 2004 oui. Avec l'américaine Marielle Zagunis à l'époque qui était présente d'ailleurs à Orléans. Elle s'est faite sortir un petit peu plus tôt, la double championne olympique du haut de ses 34 ans. Elle a perdu d'ailleurs sur la numéro 1 mondiale, Olga Karlan. Olga Karlan, tout à fait. Auteur d'un match très serré. Très serré. Et finalement, la championne olympique, donc 2004-2008, elle est encore là. À 34 ans, elle est encore là. C'est dire que on peut rester quand même actif pendant assez longtemps en escrime. Et aussi, on peut percer très tôt. Quand elle est devenue championne olympique, elle était encore junior, donc elle a moins de 20 ans. Et cette première demi-finale qui vient de débuter, ça va très vite. Une fois qu'on arrive en fin comme ça de tournoi. Peu de temps de récupération, à peine le temps de refiler en chambre d'appel. Le règlement, c'est 10 minutes. Il doit se passer 10 minutes entre la fin d'un match et le début du prochain. 10 minutes, c'est très peu.
Très peu pour se préparer à notre prochain adversaire, pour savoir la tactique qu'on va adopter face à lui. Très peu pour aussi récupérer de toute la journée de compétition qu'on a eu dans les jambes. Mais il faut aussi savoir s'adapter et tout l'entraînement qu'on a fait, il nous sert à ça. Et Nikitina sur la droite de votre écran et face à elle Shaoyaki. Donc les deux jeunes de ces demi-finales. Oui. 20 et 22 ans. Très jeunes et pourtant très compétitives. Très talentueuses toutes les deux. Nikitina qui a fini deuxième Coupe du Monde en Belgique cette année. On voit que Chao, elle a un jeu très contre. Elle attend l'erreur de l'autre, le retard du bras pour allumer sa lampe toute seule. C'est la base de son jeu. En train de remonter un petit peu dans cette demi-finale. Nikitina qui avait commencé très fort. Et Nikitina qui arrive à bloquer le sabre de son adversaire, à faire une parade et donc à riposter. Chao resté bloqué à 6 touches. Chao qui arrive à remonter un petit peu au score. Plus qu'une touche avant la pause pour elle. Nikitina qui repart à l'attaque. Alors plus les matchs avancent, plus la tension monte forcément. Nikitina qui attaque et qui crie vraiment, elle a une escrime assez agressive hein. Finalement on voit quand elle crie qu'elle est agressive. Elle a une posture assez bizarre, un peu en crapaud, elle est très fléchie sur ses jambes sont très pliées. Et c'est la pause, Chao qui marque la 8e touche et qui amène à la pause. Effectivement, j'ai l'impression qu'en termes maturité, elle est en train de proposer un petit peu plus de choses que son adversaire. Nikitina qui l'a fait une fente, qui n'a pas touché en premier, qui a touché en deuxième, et Chao qui réussit à rattraper le coup, et donc en fait qui marque la touche. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tenté une attaque, on a fait une fente, qu'on a tenté de toucher l'adversaire, si on n'a pas réussi du premier coup, on perd la priorité. C'est donc à l'autre tireuse de riposter. Et là, on voit l'entraîneur de la chinoise qui est français, qui a donc une interprète pour traduire ses conseils. L'interprète qui traduit et qui donc va conseiller Chao sur la conduite à tenir pour la seconde manche. Et là, on voit une belle fente, donc une belle attaque. Un grand pas en avant. Et Nikitina qui vient aussi faire sa fente, qui n'a pas du tout la même posture, qui est bien moins jolie, mais tout aussi efficace. Le savoir-faire de nos maîtres d'armes français s'exporte toujours aussi bien. S'exporte très bien à l'étranger, très bien. L'école française est une très bonne école d'escrime, donc forcément très prisée à l'international. L'escrime qui est la discipline historiquement depuis le début de l'histoire des Jeux modernes qui a offert le plus de médailles à la France. Nikitina qui effectue son attaque malgré la tentative de parade de Chao qui on voit met sa main vers l'extérieur pour essayer de bloquer la lame. Elle n'y parvient pas. 18 en faveur de la Russe. Et Nikitina qui repart, qui a fait échouer l'attaque de Chao et qui repart. Vraiment, on sent qu'elle est très agressive. Elle va vite, elle bouge vite les pieds. Elle essaye d'imposer sa façon de faire de l'escrime. On voit qu'elle est très penchée vers l'avant, hein, ce qui peut la mettre en déséquilibre, mais finalement elle reprend l'avantage, 11-8. Depuis le début de cette deuxième période, la chinoise reste taquée. Oui. Elle vient de faire échouer l'attaque de Nikitina et elle arrive à mettre la touche. Elle crie un peu pour se donner du courage, pour essayer de revenir dans le match. Ça va être compliqué. Nikitina avec son gros travail de pied.
Shao qui n'arrive pas à toucher Nikitina. Nikitina qui allonge son bras avant elle et qui arrive à toucher puis à bloquer son fer. On le voit qui arrive à amener son fer vers le côté pour ne pas qu'elle la touche. Qui arrive donc à mettre le point. Donc là, l'arbitre estime que les deux attaques ont été effectuées en même temps et de la même façon. Donc attaque simultanée, pas de points. Il ne départage pas. Nikitina qui essaye de faire échouer l'attaque. Qui n'y est pas parvenue. Non, qui n'y arrive pas. Elle va probablement gérer son match jusqu'au bout. C'est à Shao de faire les efforts pour revenir au score. Et là, c'est Nikitina qui effectue l'attaque, c'est-à-dire qui avance le plus par rapport à Shao. Shao n'avance pas beaucoup. Nikitina avance beaucoup, c'est donc elle qui a le point. Qui va prendre 2 touches d'avance. Les touches s'enchaînent très rapidement, ça fait monter beaucoup le cardio. C'est pour ça qu'on s'entraîne beaucoup en fractionné et en course, pour pouvoir être capable d'enchaîner les touches de manière très, très rapide. On parlait de sprint, si on devait effectivement faire une comparaison athlétique, je dirais que le sabre, tous les efforts d'un 100 mètres, quand le fleuret va être sur du 800 et après le demi-fond, ce serait le fond pour l'épée, le marathon. Oui, c'est un effort comparable au 100 mètres, mais répété. C'est-à-dire que bon, on n'est pas tout le temps sur du 10 secondes comme le 100 mètres, on est plutôt sur 2 à 8 secondes. Mais par contre, il faut le répéter. Et on voit Nikitina qui explose de joie, qui marque la dernière touche. Et qui est toujours aussi souriante. Oui, au moins a-t-elle la détermination en bandoulière, la 19e mondiale. Avec cette belle attaque qu'elle nous a offerte. Oui, on a l'impression qu'elles l'ont faite en simultané, mais il y en a une qui a réussi à toucher et pas l'autre. Voilà Nikitina qui eh bien, s'offre la qualification pour la finale. On ne pourra pas avoir une finale 100% russe puisque Karlan s'est chargé d'éliminer Pozniakova dans la partie basse de tableau. En revanche, on signerait pour un duel franco-russe. Tout à fait. En finale, on espère bien. Manon Brunet va faire son retour sur la piste. On espère bien que Manon va réussir à s'imposer. Alors pour l'instant, l'historique des matchs contre Karlan n'est pas trop en sa faveur. On est plutôt en 70-30 en faveur de Karlan. Leur dernier duel date de juin 2019 au championnat d'Europe où Manon s'était inclinée 15 touches à 12. Elle s'était aussi rencontrée au Grand Prix de Séoul en 2019, en avril. Grand Prix, c'est l'équivalent des grands chelems. Tout à fait, c'est les grands chelems. C'est une Coupe du Monde, mais plus importante, avec un coefficient de points plus important lorsque l'on gagne. Et elle s'était aussi rencontrées toutes les deux à Séoul en 2019 en avril. Et Manon s'était aussi inclinée 15 touches à 12. La dernière fois qu'elle a gagné contre Karlan, c'était aussi l'année dernière. Elles se sont beaucoup rencontrées cette année. Forcément, quand on est fort, au bout du compte, on arrive toujours à tirer contre les mêmes personnes. Et elle s'était imposée sur Karlan en mars de cette année, donc en mars 2019 en Belgique. 15 touches à 14, donc très très serré. Donc on s'attend à un match serré et on espère que Manon va l'emporter cette fois-ci. Énorme affiche sur la piste du Zénith d'Orléans, la deuxième demi-finale de cette épreuve Coupe du Monde. Première de ce cycle olympique, de cette dernière saison du cycle olympique. Et Manon qui allume vert, qui met la première touche face à la numéro 1 mondiale. Et Karlan qui a pris Manon sur sa préparation, donc qui a pris sur son retard, qui en a profité pour mettre la touche un partout. Karlan qui a essayé de parer, donc de bloquer le sabre de Manon. Manon qui a réussi à toucher, 2 touches à 1. Manon qui essaie de faire échouer l'attaque de Karlan. Karlan qui presse beaucoup et qui finalement va finir par mettre son attaque. Et oui, ça fait un peu mal parfois. Quand le coup est porté
avec volonté, ça fait un peu mal. Même avec les 5 couches. Même avec les 5 couches. Mais on frotte un peu et ça passe. On fait un peu de radio avec le scoring. On a un petit souci au niveau de l'affichage. Ça fait 2 partout. 2 partout. Et Caroline qui essaie d'attaquer, mais qui est en retard du bras. Manon a réussi à allonger son bras avant. 3 touches à 2 en faveur de Manon. Ouais, Manon qui a voulu attaquer, Caroline qui a bloqué son fer et qui a riposté. 3 égalités. Et Caroline qui a effectué son attaque avant Manon. Manon pense avoir bloqué le sabre de Caroline avant de riposter. On va voir ce que l'arbitre décide apparemment. Oui, effectivement. C'est ce qui se produit. 4 touches à 3 pour Manon. L'arbitre estime que les attaques sont simultanées. Pas de touche. Ah, et Manon, superbe. Caroline s'emballe, Caroline va vite, va fort sur elle, elle avance. Elle retient un peu son bras et maintenant on profite pour mettre la touche. 5 touches à 3. Plus doué pour la Française. Merci Laura. Manon qui contre beaucoup Caroline. Hein. Caroline est en retard, elle a envie de toucher mais elle est en retard. 6 à 3. C'est tranchant. C'est tranchant ce que propose la Française. C'est toujours l'attaque de Manon. On est à 7-3. Il faut rester lucide là. Il faut rester lucide, rester concentré, mettre en place sa tactique, ne pas se déconcentrer. 4 touches consécutives. C'est pareil. Priorité à l'Ukrainienne. On peut pas toutes les mettre. Hein. On aimerait les mettre toutes d'affilée, mais c'est pas toujours possible, surtout quand on a cette Ukrainienne en face de nous. 69 médailles internationales. Voilà ce que pèse Olga Karlan. Qui en met encore une de plus et on est à 7 touches à 5 en faveur de Manon. Allez, il faudrait faire celle-là pour aller se reposer. Ah, et Manon qui déclenche une attaque en milieu de piste qui n'a pas vraiment d'intérêt à le faire. Hein. On est à 7 touches à 6 alors qu'elle avait un positif de plus 3. Là, on est revenu à plus 1 seulement. Ah, voilà. Et Manon qui reprend son jeu en contre, qui marque la 8e touche et qui donc nous emmène à la pause de ce match. Ça fait du bien, effectivement. 8 touches à 6. 8 touches à 6. Elle comptait 4 touches d'avance. Mais l'essentiel, évidemment, donc Caroline est de gagner la dernière. Est en retard, on voit ici, elle est en retard du bras. Manon en profite pour allonger le sien et venir raccrocher le masque avant que Caroline ne vienne à toucher. Ça a été la base de son jeu sur cette première mi-temps. Donc on peut imaginer que l'adversaire, l'entraîneur de Caroline, là, lui conseille d'allonger plutôt son bras pour ne pas se faire prendre comme ça à contre-pied. Là, on voit très très bien que Manon cherche à toucher Caroline avant que celle-ci n'allonge son bras. Là, voilà, on voit bien que la pointe se rapproche et Caroline vient s'empaler sur sa pointe. Elle s'énerve hein, parce qu'elle sait très bien que ça fait plusieurs fois qu'elle se prend la même touche et Caroline est une fille très très intelligente. Donc on peut imaginer qu'elle va se corriger, qu'elle va changer de tactique pour la seconde mi-temps. Donc 8 à 6. La Française pourra parer ça. J'espère. Ouais. Manon qui se fend au milieu de piste, c'est vraiment pas une stratégie adoptée face à Caroline qui est très très bonne en parade de riposte. Donc si j'étais elle, je ne ferais pas ça. Voilà, plutôt travailler en défensive, mais Caroline qui réussit à marquer ce point. Ça va très très vite, effectivement. Oui, encore. Voilà. Oh, superbe mise en échec de l'attaque. Oh là là, magnifique. Alors là, Caroline qui a essayé de prendre le fer, c'est-à-dire qui a tapé le fer de Manon avant de toucher. Manon qui espère que l'arbitre va voir qu'elle aussi a essayé de taper le fer. Je suis pas très convaincue là-dessus. Là, on va voir le sabre de Caroline. Hop, taper le fer et repartir. Alors c'est très fin. Hein. C'est très fin. L'arbitre va déterminer pour qui est le point. Et il l'a mis à Caroline. Oui. Qui passe devant pour la première fois.
Et Manon qui n'allume pas. On sent hein, que Karlan a changé sa manière de tirer et qui a donc creusé l'écart en sa faveur. Elle n'est plus en retard du bras. Elle n'est plus en retard du bras, du coup Manon ne peut plus la contrer. Manon est obligée de chercher d'autres solutions là. Elle est obligée de changer elle-même son jeu, sinon elle va se faire emmener jusqu'à 15 très facilement. Elle essaye de prendre l'avantage et d'aller chercher loin Karlan en attaque. Karlan est très contente de ça. Hein. C'est vraiment son jeu de venir la contrer ici, de venir bloquer et riposter. Karlan qui essaye de faire la même touche, sauf que pour qu'une prise de fer soit valide, il faut qu'elle soit effectuée sur le haut de la lame de l'adversaire. Là, Karlan, elle prend le fer en bas de la lame de Manon. Ce qui fait que là, on va voir, hop, elle tape le fer assez en bas de la lame. Donc l'arbitre estime qu'elle est parée, que c'est une parade de Manon. C'est derrière. Qui racole un peu au score. Un petit peu, oui. Il va falloir allumer. Et Karlan qui fait une attaque un petit peu en retard. Manon qui reprend un peu de souffle, qui n'est plus qu'à une touche du score de Karlan. Allez, il faut continuer comme ça. Oui, Manon qui s'adapte très bien, qui ne déclenche plus en première intention. Ah, et qui n'arrive pas à allumer sa lampe, qui est en retard du bras. Oui, parce qu'elle avait pris la décision. Elle était à l'attaque. Touche importante là pour l'Ukrainienne. Allez, il va falloir marquer celle-là. Aïe, encore une fois. Manon se précipite vraiment, elle se précipite, elle va trop vite, tellement vite qu'elle oublie de coordonner son bras et ses jambes. Et Karlan en profite pour allonger son bras et allumer toute seule sa lampe. La numéro 1 mondiale qui est en position idéale. Manon qui se trouve en difficulté hein, sur ce match, qui peine à trouver des solutions. Ouais, bien. Elle n'y va plus directement, c'est-à-dire qu'elle attend un petit peu au milieu de la piste avant d'aller à l'attaque. C'est exactement ce qu'il faut faire. Il ne faut surtout pas déclencher tout de suite. Là, elle attend un petit peu et hop, elle y va. Ce qui fait que Karlan ne peut plus prévoir ses déplacements. Voilà, et Manon qui n'est pas d'accord avec l'arbitre. Elle estime que Karlan s'est arrêtée pendant son attaque, donc qu'elle a trop attendu. Et elle est repartie à ce moment-là. Mais l'arbitre qui n'a pas l'air de lui donner raison. Donc là, et s'il n'y a pas cette continuité de l'intention, alors la priorité est perdue. La priorité est perdue. Quelle va être l'appréciation? Eh bien, la même qu'en première instance. L'arbitre n'est pas d'accord avec ça. Oui. Il reste sur sa position. Et là, il faut prendre son temps. Il fallait prendre son temps. Karlan qui met beaucoup de pression là. Il va falloir sortir. Oh là quelque chose de magique ce que fait Manon. Super. Manon a fait un travail magnifique avec ses jambes. Magnifique. Elle a reculé, elle lui a mis la pression, l'a menacée avec son sabre, menacée pour finalement venir la toucher au bras, à la manchette, qu'on appelle la manchette du gant, juste avant que Karlan, elle sourit, elle sait qu'elle a été prise. Une fraction de seconde pour la prise de décision. Quelle créativité. Et des deux côtés. Mais la menace n'est pas écartée, loin de là. Oui, très bien. Karlan était en retard du bras. Bien sûr. Manon en a profité pour faire une attaque sur la préparation. C'est super. Allez, il faut revenir là. Il faut revenir encore. On a déjà vu des remontées. Ne pas y aller direct. Oui, superbe. Karlan est encore en retard. Elle est en train de faire un gros coup. Allez. Manon, tout va se décider sur cette dernière touche. Oui. Remontée de 14-11. 14 partout. Allez, c'est important. Super, oui. Manon Brunet. Magnifique. Qui élimine la numéro 1 mondiale, championne du monde, championne d'Europe, vainqueur à Orléans 2016. Elle est super heureuse. Elle essayera de reconquérir ce titre. Quel succès sur Olga Karlan, qui était, en plus d'être la numéro 1 mondiale, la bête noire de la française. Oui. Et la bête noire de nombreuses, mais quand même. Bien sûr. Quelle remontada. C'est génial. Franchement, pour elle, ça va lui faire du bien mentalement de savoir qu'elle peut être menée autant sur une fille aussi forte et pourtant ne pas lâcher, s'accrocher et finir par gagner ce match-là. C'est génial. Vraiment, c'est génial. On voit, Karlan a essayé de parer l'attaque de Manon et finalement, elle a raccroché
On peut vraiment voir cette joie-là, c'est super. Ce genre de moment, c'est le genre de moment pour lequel on fait l'escrime. Beau avoir ce sang-froid, Messaoud, n'est-ce pas? Oh là 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 là, c'est exceptionnel. Vous nous avez fait bondir. Cette image, elle est magnifique. Et on attend donc la Française Manon Brunet en finale d'ici quelques instants pour la suite de cette Coupe du Monde à Orléans. Allez, on marque une très courte pause, Maxime et Laura, et on se retrouve pour la finale de Manon Brunet. À tout de suite. La suite des grands lives, bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. On prépare la saison olympique et le Zénith d'Orléans qui vibre au rythme des chorégraphies japonaises. La Française Manon Brunet est en finale pour cette Coupe du Monde de sabre. On va la retrouver dans quelques instants face à la Russe Olga Nikitina. Maxime Gras et Laura Réguigne aux commentaires. On va se faire un petit plaisir. Ce ne sont pas les images du direct là. On va se faire un petit plaisir, revoir le coup vainqueur pour la Française, celui qui la propulse en finale. Avec grand plaisir, Messaoud, cette touche, l'ultime à 14 partout. Le contexte de cette touche, Laura, était déjà important. Elle était, la Française, menée 14-11 et a réussi avec beaucoup de sang-froid à renverser la numéro 1 mondiale. L'assaut de la journée, à n'en pas douter. Ah oui, complètement. Il faut savoir qu'elle était en ratio défavorable sur ses précédents assauts contre Olga Karlan. Elle était à 70% de défaites contre 30% de victoires durant sa carrière en match contre elle. Et c'était un peu sa bête noire, la fille contre qui le plus souvent elle perdait, contre qui c'était difficile. Et là, le fait d'avoir remonté depuis 14 touches à 11, à gagner 15-14, vraiment pour elle c'est fantastique et on voit qu'elle est contente, on voit qu'elle explose. C'est presque une joie d'une vainqueur du tournoi, hein, Laura. Vous connaissez parfaitement, vous êtes originaire d'Orléans, vous avez disputé 10 fois cette épreuve de Coupe du Monde. Pour celles et ceux qui connaissent moins le sabre et l'escrime en général, dites-nous ce que représente pour une Française d'être en finale dans cette épreuve qui est le rendez-vous incontournable de la saison. Elle a déjà gagné en 2016, Manon. Oui, tout à fait, juste après les JO. Elle avait gagné cette édition juste après les JO. C'est un peu la compétition déclic pour elle. En fait, être engagée en compétition ici dans les 8 dernières finalistes de ce tournoi, devant 3000 ou 4000 personnes, 4000 Français qui vous encouragent et qui vous portent, c'est génial. Et pas seulement les Françaises le disent, les étrangères ont aussi très envie d'être dans ce dernier carré parce que l'ambiance est exceptionnelle. On entend les spectateurs derrière qui vous encouragent, qui vous portent. Et pour une compétition d'escrime, c'est assez rare. Donc on est toujours très content d'avoir autant de public qui est là derrière nous. La finale de Manon Brunet à suivre d'ici quelques instants. On l'attend en direct, bien sûr, depuis le Zénith d'Orléans. Elle a réussi une prouesse, Laura, en battant la numéro 1 mondiale, l'Ukrainienne Karlan. Oui. Le danger, c'est quoi? C'est quand on a réussi une telle prouesse, d'avoir ce petit phénomène de décompression, alors que son adversaire, a priori, la Russe, est moins prestigieuse que l'Ukrainienne? Exactement. En fait, c'est un match qu'on aurait pu retrouver facilement en finale. Ces deux filles-là, première et troisième mondiale, c'est vraiment un match de finale. Et la petite Nikitina qui est là, qui est jeune, qui arrive, dont on se méfiera un peu moins. C'est un match un peu piège. Mais il faut savoir qu'elles se rencontrent aussi souvent sur les épreuves par équipe. Elles se connaissent. Et on sait que Olga Nikitina, elle a une escrime très particulière qu'on a pu voir un petit peu avant, une des postures très bizarres, une escrime pas très conventionnelle. Et je sais que Manon, elle se méfie. J'espère que l'entraîneur l'a remobilisée. La voici, Manon Brunet. Nous y sommes en direct donc depuis le Zénith d'Orléans. La finale de cette épreuve de Coupe du Monde de sabre. Manon Brunet déjà vainqueur en 2016 et face à la Russe numéro 19 mondiale. Oui, effectivement, Messaoud, grosse affiche, grosse affluence dans cette belle journée. Et une petite idée aussi, essayer de venger la Quimpéroise Cécilia Berder qui était tombée face à Olga Nikitina un petit peu plus tôt dans cette journée. Mais l'objectif, il est aussi et surtout de triompher aujourd'hui devant son public. La Française en tout cas qui, au vu de sa demi-finale et au vu de son classement, part
évidemment favorite de cet assaut, d'autant plus qu'elle a remporté leur seule confrontation entre les deux. C'était très serré. C'était serré, c'était Coupe du Monde. Ouais. Coupe du Monde en Belgique en mars dernier, 15-14 à la fin du match. Donc on peut pas vraiment s'y référer. Il faut vraiment faire attention sur ce genre de tireuse. J'ai entendu, on signe pour le même résultat. Tout à fait. Surtout avec le suspense. La Française sur la droite de la piste qui allume rouge. Et Manon qui essaie de faire une attaque sur préparation, mais comme Nikitina ne fait pas d'erreur, c'est l'attaque de Nikitina qui marque. Oui, très joli ça, très joli. Une feinte de contre-attaque pour parer la lame et pouvoir riposter. Et Nikitina qui bloque le sabre de Manon, l'empêchant d'allumer sa lampe. Dans ces cas-là, on essaye la cuirasse pour être sûr que notre sabre fonctionne bien. Manon qui tente son attaque, qui marque le point. On entend le public derrière qui la pousse. Et les deux attaques simultanées, l'arbitre ne les départage pas. Dans ce cas-là, on essaye un peu de jauger l'adversaire, de savoir de quelle manière il attaque, à quelle cible, est-ce qu'il attaque plutôt en haut, plutôt en bas, à gauche ou à droite. On essaie de savoir pour essayer ensuite de parer l'attaque ou de faire échouer, de faire tomber dans le vide. L'arbitre estime que Nikitina n'a pas réussi sa première attaque et donne le droit à Manon de riposter. Beaucoup de simultanés à ces débuts de match. Les tireuses se jaugent, ne veulent pas trop s'engager, ne veulent pas prendre de risques. Cette fois, voilà. Ouais. Manon qui a réussi à comprendre un peu le rythme de Nikitina pour la prendre sur la préparation, donc pour la prendre de court. Nikitina qui du coup est allée en défense et a fait échouer l'attaque de Manon. Manon qui réussit à refaire échouer Nikitina et là c'est une belle touche. Quand c'est comme ça chauffe beaucoup sur les jambes. Nikitina qui la presse, qui presse. Et Manon qui effectue son attaque. Superbe. Là, gros travail des deux tireuses. C'est une touche qui fait mal pour Nikitina quand on a passé 2 allers-retours sur la piste à cavaler. Ça fait un peu mal de se prendre la touche à la fin. Ouais, Manon qui arrive à bloquer le sabre. Oh là là, que c'est bien fait à nouveau la dame de pique d'Orléans, Manon Brunet, qui est en train de faire la différence. 5 touches d'affilée pour la Française. Elle sait qu'il va falloir être lucide et rester concentrée de cette façon sur tout le match. Si elle ne veut pas se laisser piéger par Nikitina qui saisira n'importe quelle opportunité pour remonter au score. Oui, Nikitina qui est en retard. Mais Manon qui n'arrive pas à allumer, alors bon. Oui, voilà, Nikitina qui reprend un peu du poil de la bête. On sait que chaque espace qui pourra lui être laissé sera pris à son avantage. Donc il ne faut pas la laisser démarrer. Oui, et Manon qui a paré l'attaque de Nikitina et qui a riposté immédiatement en suivant. C'est super. Nikitina qui comprend pas trop, mais si. Et qui hésite à demander la vidéo, qui demande la vidéo, qui pense qu'elle n'a pas été parée tout de suite. Vraiment, je comprends pas pourquoi elle fait ça. Parce que c'est assez clair. Donc là, Nikitina, on va voir, elle attaque ici. Manon, elle bloque le fer ici, paf, et elle riposte au masque. Et ça semble assez clair avec le ralenti. C'est confirmé par le vidéo arbitrage. Ouais, Nikitina qui a fait échouer l'attaque de Manon pour repartir ensuite à l'attaque. Nikitina qui pensait avoir touché et a bluff crié. Après son battement, mais que nenni. Et la Française qui s'en va à nouveau. Et là on voit que Nikitina est complètement prise de court, elle ne sait plus quoi faire.
Et Manon qui est en retard sur cette touche. Hein. Elle va aller au milieu en essayant de faire une attaque simultanée. Nikitina est plus rapide là-dessus. Ce serait bien de marquer cette 8e touche. Manon qui est encore en retard, qui vient au milieu de la piste sans trop avoir d'idée. Nikitina qui en profite évidemment. Hein. Ah, dommage. Ah, dommage qu'elle ne soit pas repartie là-dessus. Ouais, du coup, elle s'est retrouvée complètement pris de court et elle a laissé Nikitina reprendre l'ascendant sur cette touche. C'est dommage. Il y a eu une petite seconde d'hésitation. On a senti que personne ne voulait trop faire quelque chose et là, c'est dommage. Et on rappelle, pour celles et ceux qui nous rejoignent, si la Française a allumé, elle n'avait pas la priorité. Elle était sur la défensive. Oui, tout à fait. C'est l'attaque, donc c'est celle qui avance qui a la priorité en cas de lumière double qui s'allume en même temps. Donc il faut avancer. Il faut avancer pour avoir la touche. Le défenseur est obligé de parer, c'est-à-dire de bloquer la lame de l'adversaire avant de riposter ou de faire échouer l'attaque, c'est-à-dire de faire provoquer l'attaque de l'autre qui va aller dans le vide, comme ici, avant de pouvoir repartir. C'est comme une conversation. Une fois c'est un qui parle, on attend que l'autre ait fini de parler pour reprendre la parole à son tour. C'est la plus jeune des deux sabreuses qui mène Nikitina 8-7 sur la Française Manon Brunet. Et c'est là où on sent vraiment qu'il ne faut pas se démobiliser, même si on a enchaîné 3 ou 4 très bonnes touches, l'autre peut toujours remonter au score et reprendre l'ascendant sur vous. Donc surtout, restez concentrés, restez mobilisés. On voit que Manon là se donne du courage. Et on entend les encouragements du public derrière elle. Action simultanée. L'arbitre estime que les deux attaques ont été effectuées en même temps. Et très belle attaque de Manon. Nikitina a essayé de prendre une posture défensive, mais Manon ne l'a pas du tout laissé faire. Et a déclenché son attaque sans lui laisser le temps de réagir. Ça, c'est tranchant. Et là, Manon essaye encore une fois l'attaque sur préparation, mais Nikitina ne fait pas d'erreur. Donc c'est l'attaque de Nikitina qui touche. Et cette fois-ci, Nikitina est en retard. Elle essaye de se jeter. Manon est plus rapide. Le point est à Manon. Et encore une fois, Manon prend l'ascendant sur cette touche. Le score rebalance en sa faveur. L'arbitre a arrêté la touche parce que Manon est partie avant son commandement, donc avant le aller. Il lui donne donc un carton jaune, c'est un avertissement. Au deuxième carton jaune, elle aura un carton rouge et une touche de pénalité. Action simultanée ici, une petite différence, mais que l'arbitre juge trop minime pour départager. Expérience déjà chez la Russe pour donner son propre tempo. Très joli. Superbe de la part de la Française. Donc là on voit Nikitina attaque, Manon bloque le fer, hop, et riposte. Super. Ça c'est très très bien. Ouais. Manon attend un petit peu avant de déclencher son attaque, ce qui fait que Nikitina a l'avantage et marque le point. Oh, magnifique, magnifique. Là, Nikitina avance. Manon fait semblant d'avancer. Et en fait, vient parer la lame exactement là, avant de riposter. C'est très joli, ça. C'est ce qu'on appelle de la seconde attention. Faire semblant de quelque chose pour pouvoir mettre la touche ensuite. Plus 2 en faveur de la Française à 3 touches de remporter. Ouais, restez mobilisés. Surtout restez mobilisés. Oh, magnifique. Nikitina qui s'emballe, qui s'emballe. C'est comme ça qu'elle a rendu chèvre Karlan tout à l'heure. Tout à fait. Si on va trop vite et qu'on n'est pas coordonné, il se passe ça. Manon qui retente la touche qu'elle a fait 2 touches avant, en essayant de bloquer la lame de l'adversaire, de parer et riposter. Mais Nikitina qui est allée trop vite pour elle. Oh là là, encore cette touche, hein, encore cette touche.
C'est comme si elle lui disait ah tu vas trop vite, arrête-toi là, je te stoppe. Ah, c'est énorme. Hop, attaque dans le vide. Elle reste, Nikitina se décoordonne et Manon allonge le bras pour toucher. La Russe qui n'en profite pas et la Française qui est à une touche du titre. Et elle l'a retenté, hein. Elle l'a retenté. Essaye à nouveau, hein. C'est par le trou de souris que peut lui offrir Nikitina. Allez, restez concentrés jusqu'au bout. Voilà. Un match c'est en 15, pas en 14. Elle le sait très bien puisqu'elle a remonté à 14-11 face à Karlan tout à l'heure. Chacune est persuadée d'avoir la touche évidemment. Bien sûr. Tempête sous 2 crânes. Là, il y a eu quelque chose. Hein. On voit bien que les deux attaques sont pas tout à fait similaires. On voit bien que Nikitina est un peu en retard. D'un autre côté, Manon, son attaque est pas forcément géniale. On ne sait pas si l'arbitre va vraiment se mouiller pour départager. Eh bien non. Et non. Et non. C'était trop facile de faire ça. Manon qui avance, qui avance. Y aller. Nikitina qui Elle va y aller. Elle va y aller, Manon Brunet. À la maison, son deuxième titre à Orléans, Manon Brunet, qui après avoir renversé la numéro 1 mondiale, s'impose face à Olga Nikitina. Les larmes de l'Orléanaise qui à la maison remporte un titre qui lance parfaitement sa saison et qui va peut-être parfaitement lancer les Bleus aussi demain. Les félicitations de l'entraîneur et des copines. Et du chéri aussi qui est là. Portée en triomphe, Manon, attention quand même à maîtriser ce moment magique. Manon Brunet, vainqueur de cette première étape de Coupe du Monde. Donc on voit Bolade Apiti, hein, qui est son conjoint, qui est sabreur de l'équipe de France aussi, qui revient d'une compétition le week-end dernier au Caire. Une bonne compétition aussi. Qui a été remportée par un Français. Ah oui, également, par Vincent Hanstedt, tout à fait. Oui, il faut que l'on en parle. L'excellente santé à 9 mois maintenant des Jeux Olympiques de ce sabre français. Ah, c'est super, vraiment, ça va lui faire du bien. Ça lance bien la saison 2019-2020. Faut continuer à travailler dans ce sens-là parce qu'effectivement c'est super. On voit cette dernière touche, superbe dernière touche. Elle s'est très bien débrouillée cette année, c'est vraiment une belle compétition pour elle. Elle peut être fière de ce qu'elle a fait, du jeu qu'elle a produit parce que c'était de très beaux matchs à regarder. La numéro 3 mondiale qui va au bout ici au Zénith d'Orléans avec évidemment tout le cercle d'escrime orléanais qui était présent, chevilles ouvrières de ce rendez-vous historique, 22e édition. Monsieur, Madame Brunet et leurs filles. Mais oui, les parents de Manon qui sont là aussi, qui sont venus la voir et qui vont avoir le bonheur d'entendre la Marseillaise pour leur fille. C'est super. On va vivre évidemment ce podium ensemble avec sur la plus haute marche une tricolore. Manon Brunet, 23 ans, on l'avait découverte à Rio où elle avait atteint la 4e place du haut de ses 20 ans. Manon qui est félicitée par le président du cercle d'escrime orléanais. Bravo Manon, tu vas te préparer s'il te plaît. Laura, Maxime, on accompagne évidemment Manon jusqu'au bout. Le podium à venir, elle sera à notre micro pour une première réaction. Et puis la Marseillaise, bien sûr, qu'on va vivre tous ensemble. Je vous propose, tiens, un petit cadeau. On va se mettre en situation. Le dernier point et la joie de Manon et de tout son clan, comme si vous y étiez, avec l'ambiance. Allez. On va vous demander votre coopération. Ça vous a plu ? Ce public qui a réagi comme un seul homme, elle était portée, la Française, par près de 4000 personnes. C'est ce qui fait la singularité de ce rendez-vous d'Orléans, un véritable place forte
de l'escrime française et internationale. J'attends que le podium soit installé. On attend nous aussi que le podium soit installé. Vous entendez le speaker du Zénith d'Orléans. On accompagne Manon Brunet, vainqueur donc chez elle à Orléans. Elle remporte le rendez-vous incontournable de la saison de sabre féminin et on est heureux pour elle. En cette année olympique, elle avait remporté ce même tournoi après les JO à Rio et on espère qu'elle le fera maintenant dans l'autre sens. Elle remporte avant les prochains Jeux olympiques de Tokyo où ce sera l'une des chances françaises. Évidemment. La Marseillaise, sa première réaction également. Le temps de vous dire que juste après, on filera à Dax pour votre rendez-vous. Fédéralune, Dax face à Cognac. C'est une rencontre capitale pour Dax pour espérer continuer à jouer la montée. Vous apercevez France Piron avec Benoît Cossé et toute l'équipe. On les retrouve juste après. Laura, Maxime, on continue à célébrer la victoire de Manon Brunet à Orléans donc pour cette Coupe du Monde qui s'élance, qui commence aujourd'hui. On se projette bien évidemment sur les JO. Gagner à Orléans en une année olympique, c'est évidemment capital dans la préparation mentale de la Française. Et oui, bien sûr. C'est un gros shoot de confiance là pour le début d'année. Ça fait toujours plaisir de commencer la première des Coupes du Monde de l'année par une victoire. Bien sûr, faut pas se reposer sur ses lauriers, mais vaut mieux commencer en gagnant qu'en perdant. Hein. C'est toujours bon pour la confiance. Et puis c'est un coup en plusieurs bandes aussi, Messaoud, puisque ça donne aussi de la confiance aux coéquipières. Demain, il y a une compétition par équipe qui comptera énormément. C'est Jean-Philippe Dorel qui disait avant ce rendez-vous, l'entraîneur de l'équipe de France féminine de sabre, quitte à choisir une épreuve à gagner. Évidemment, je voudrais que les Françaises brillent partout, mais ce serait la compétition par équipe, parce qu'il y a ce fameux quota, Messaoud, ce quota olympique d'aller qualifier une équipe entière, à savoir 3 sabreuses pour l'épreuve individuelle de Tokyo. Donc ça, c'est évidemment essentiel, mais forcément que de briller aujourd'hui, c'est la cerise sur le gâteau. Il y avait 211 tireuses au départ, hein, il faut le rappeler, il y avait énormément de monde et de beau monde pour cette édition, 22e édition de cette Coupe du Monde de sabre à Orléans et on est en direct dans un instant avec Manon Brunet qui va monter sur le podium et vivre une Marseillaise ô combien méritée. Laura, c'est important également ça, le plateau était remarquablement pointu et élevé cette année. Hein. Oui, 5 des meilleures tireuses mondiales dans les 8 finalistes, c'est assez rare. Mais c'est super parce que ça nous offre des gros matchs et du coup la victoire de Manon est d'autant plus belle parce que ça veut dire qu'elle a vraiment dû batailler. Battre la numéro 1 mondiale, c'est pas donné à tout le monde et c'est vraiment bien pour elle. Encore une fois, ça va lui donner une confiance énorme pour cette année à venir et on espère pour les Jeux Olympiques. Oui, c'est vrai d'avoir battu les meilleurs, ça crédibilise cette magnifique journée et en plus avec les scénarios renversés comme ça. Carlan, on le rappelle, menait 14-11 pour finalement aller chercher à la touche finale ce succès. C'est forcément ce qui l'a rendu aussi peut-être presque intouchable sur cette grande finale face à Nikitina. Ouais, d'avoir réussi tout ça, franchement, d'avoir réussi à rester dans sa compétition après cette remontée fabuleuse de 14-11 à 15-14, vraiment d'avoir réussi à réenchaîner sur un match sur Nikitina qui pouvait paraître facile mais qui était finalement très piège. Ça va lui donner les armes pour les prochaines Coupes du Monde et notamment celle à Salt Lake City en janvier. Tout à fait, la prochaine étape. 5e succès en Coupe du Monde aujourd'hui pour Manon Brunet, portée en triomphe. Et c'est peut-être le mouvement qu'elle a le moins maîtrisé, effectivement, puisqu'elle était un peu passive dans l'affaire, Manon, ce soir. Entrée des 8 récipiendaires de ce trophée Orcom. Et on va pouvoir voir la cérémonie protocolaire qui va se dérouler juste devant nos yeux. Oui, avec les 8 filles qui ont fait cet exil depuis le Palais des Sports jusqu'au Zénith, qui ont participé à ces quarts de finale. Et ça, c'est un vrai bonheur d'amener tout le monde à cette fête, un petit peu comme la cérémonie des fleurs pour les biathlètes. Mais Saoud, vous connaissez le principe. Et bien là aussi, on va récompenser un éventail un petit peu plus large de tireuses et pas seulement celles qui montent sur la boîte. Coupe du Monde de sabre d'âme. Allez, le podium avec vous et la Marseillaise à suivre. Avant de filer au rugby à Dax. Avec Charlotte également. Charlotte qui a fait une bonne compète, qui s'est bien débrouillée. Qui est tombée sur Shaoyaki, la chinoise, mais elle, Charlotte, était passée par les qualifications hier. Donc elle avait gagné 11 assauts avant de se retrouver à ce rendez-vous-là. Ici à Orléans, c'est un très bon rendez-vous malgré tout pour la Strasbourgeoise.
Et les médailles qui sont remises par les jeunes escrimeurs du club Les suivants, s'il vous plaît. et par le président du cercle d'escrime orléanais. 7e. Et oui, effectivement, Bianca Pasco. avec cette volonté aussi de marquer les esprits aujourd'hui pour Orléans et pour ce club de manière générale qui a l'ambition avec une nouvelle salle, la Comète, qui devrait voir le jour en 2021, d'accueillir les mondiaux d'escrime, donc dans un avenir assez proche. Et puis également, et ça a été tout l'objet un petit peu du lobby, alors les sabreuses le connaissent déjà ce site, mais de revenir à Orléans qui pourrait être dès lors une base arrière pour Paris 2024, une espèce de centre d'entraînement pour préparer et monter sur Paris pour tirer uniquement pour les Jeux Olympiques et avoir un petit peu cette paix et ce calme et ces conditions d'entraînement optimales qui pourraient être celles d'Orléans avec ses 24 pistes notamment et cet endroit qui est très connu de la part des tireuses. Tout à fait, hein, sur le modèle du stage qui a été organisé à Orléans cette semaine, le stage international avant ce trophée Orcom. Le stage a réuni 75 tireuses de différentes nations et maîtres sur la scène internationale, et c'était très intéressant pour elles de pouvoir être sur le site de la compétition, pas de voyage avant la compétition, et de pouvoir surtout s'entraîner les unes avec les autres. Et le podium. On va justement voir Carlan, la numéro 1 mondiale, qui monter était là sur le podium depuis lundi avec Xiaoyaki aussi, la numéro 1 chinoise. On peut voir sur le visage des escrimeuses leur émotion. On voit Xiao qui est très contente de faire 3e, alors que Carlan, qui est aussi 3e, a l'air beaucoup moins heureuse, hein, parce qu'elle est habituée à plus. 70e médaille internationale quand même pour Olga Carlan aujourd'hui. Une de plus, mais elle les a tellement banalisées qu'on peut comprendre effectivement une certaine déception. Pour Olga Nikitina, ce podium en appellera d'autres. L'avenir se conjugue un peu au présent déjà avec elle. Du haut de ses 20 ans, on l'a vu aujourd'hui avec une escrime très agressive, très offensive, mais beaucoup de progrès déjà ces derniers mois. De sabre d'Orléans 2019. Trophée Orcom. Manon Brunet, France. Et Manon Brunet devant 4000 personnes qui sont venues voir nos Françaises, là, voir spécialement la locale de l'étape qui s'impose pour la 2e fois ici à Orléans après 2016. Elle reprend son trophée. Super trophée designé par un sculpteur d'Orléans, sculpteur sur métal. C'est Bruno Rouillet, le directeur général d'Orcom, qui a attention à ne pas le faire tomber ce trophée. Ce serait dommage. Acquis de haute lutte par Manon Brunet, qui va entendre en son honneur la Marseillaise dans quelques secondes. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de vous retourner sur votre droite pour l'hymne, mais comme il est de tradition à Orléans, la Marseillaise, c'est a cappella. Vous êtes prêts? Allons, enfants. Formidable le public d'Orléans, comme Manon Brunet. Formidable la tireuse française qui remporte donc la Coupe du Monde dans ce Zénith d'Orléans pour lancer cette saison olympique. On va remercier Laura Reguigne
qui accompagnait Maxime Gras au commentaire. Vous avez fait gagner Manon, Laura, vous l'Orléanaise. Bravo. Tant mieux. C'était un plaisir de vous avoir, Laura. Et on vous retrouve très vite, on l'espère, pour de l'escrime sur la chaîne L'Équipe. On laisse Manon Brunet encore à sa joie et vous apercevez le rugby qui se met en place à Dax. Dax face à Cognac. Affiche importantissime pour les Dacois. Juste après une courte pause. À tout de suite.